Pour cette première entrevue, direction Saumur, où j'ai pu rencontrer Emeline Calvez du domaine Calvez-Bobinet. Elle m'y raconte comment elle est passée de danseuse à Paris au vin naturel dans les Pays de la Loire. Bonjour. On s'est déjà vu tout à l'heure, mais voilà, on est avec Emeline Calvez, Oui. qui est une des propriétaires du domaine Bobinet, et donc on a rajouté Calvez-Bobinet. Ouais, c'est ça. J'espère que tu vas bien. Première question que je pose à tout le monde, la question de la définition de paysan, qui est connotée très négativement dans la bouche de plein de gens et qui, moi, me semblait très positif jusqu'à ce que je comprenne qu'il y a des gens qui le prenaient mal. Et donc, je me demandais quelle était ta définition de paysan. Paysan. Oui, je comprends que c'est un mot qui effectivement a beaucoup de provoque beaucoup d'imaginaire et aussi beaucoup d'appropriation. Et effectivement, beaucoup de rejet. Enfin, c'est rarement médium, on va dire. Pour moi, paysan, il y a plusieurs réalités, clairement. C'est pour ça que c'est étonnant, en fait, qu'il y ait une appropriation soit très positive, soit avec la mise en valeur du monde paysan, comme si c'était un monde idéal et peuplé de personnes bien intentionnées. Ce qui n'est pas le cas, comme toute chose humaine. C'est très varié. Donc moi ça peut être. Moi je l'utilise dans plusieurs acceptations. Tu vois, par exemple, tu as les blés paysans. Donc je sais que ce sont des blés qui sont travaillés de façon plutôt artisanale. Donc là ça va amener cette notion de contraire à l'industrie, tradition, avec des usages traditionnels, enfin des outils traditionnels. Enfin voilà. Donc c'est cette imagerie qui est plutôt de l'ordre de la tradition de l'ancien. Oui, en fait, ça redore presque une nouvelle définition actuellement. Oui, parce que disons que en fait, dans ce mot-là, tu vas retrouver énormément de sens. Donc ce sens-là qui effectivement est utilisé actuellement comme un des sens déjà existants, c'est-à-dire un monde agricole. Mais dans le monde agricole aujourd'hui, tout n'est pas ancien, respectueux de l'environnement et tout ça, bien au contraire. Et tu as donc ça, cette notion du paysan positif, on va dire, et qui représente l'artisanat, le traditionnel, l'agriculture respectueuse. Après, tu as le monde paysan tout court, c'est-à-dire le monde paysan, donc rural. Qui est hors des villes, dans la ruralité, quoi. Donc là tu vas penser aux champs, aux petits villages, enfin voilà. Après moi je viens pas de ce monde-là. Et donc j'avais pas spécialement d'idées avant d'arriver sur les paysans. Je voyais bien qu'il y avait beaucoup d'a priori, de stéréotypes, mais certains se sont confirmés, c'est-à-dire que le bon sens paysan existe, certes, mais pas que. C'est-à-dire que tu as quand même dans le monde paysan ce qu'on imagine comme un stéréotype, mais qui est une réalité, la notion de propriété très très forte. Donc avec des guerres de propriété, de territoire, de la jalousie, du regard sur les autres, du jugement, du pas très ouvert sur le monde, enfin voilà, tu vois. Et finalement, comme c'est comme partout, il y a de tout, quoi. Voilà. En fait. Voilà. Après cette première question, aujourd'hui on a une petite chose à déguster. Je te laisse nous dire un peu ce qu'on va
ce qu'on va voir. donc cette cuvée, c'est une des dernières sorties, toute dernière sortie, donc c'est sa première année, c'est un nouveau-né, 2024. Et c'est un blanc assez particulier parce que c'est un blanc qu'on dit de macération ou alors vin orange. D'où le nom orangette. D'où le nom orangette. Et orangette parce que c'est une petite macération. En fait, c'est un blanc qui est fait comme on fait un rouge. Traditionnellement en France, les blancs sont faits qu'avec le jus des raisins blancs. C'est-à-dire que le raisin est récolté, il est pressé directement. Il n'y a que le jus qui va fermenter. Alors que le vin rouge, il est récolté des raisins rouges, à peau rouge. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les raisins, 90% des cépages, la chair est blanche. Oui, c'est ça. La peau. J'avais appris ça en mangeant. C'est vrai qu'on n'est pas du tout au courant, quoi, en tant que consommateur. Alors Et en fait, la couleur, elle vient de la peau. Donc, il faut une macération de la peau dans le jus pour que la couleur vienne. Voilà. Donc, moi, je fais aussi l'inverse de ça. C'est-à-dire un blanc de noir, un vin blanc fait comme un vin blanc avec des raisins rouges. Le jus est clair comme un blanc, mais c'est fait à partir de raisins rouges, donc c'est pressé directement. Mais parce que de mémoire, c'est, je sais plus dans quel sens c'est pour faire du rouge, on a le droit de mettre une certaine proportion de raisins blancs, mais pour faire du blanc, on n'a pas le droit de mettre. Il y a une proportion de raisins rouges. Si tu mets du rouge dans ton raisin blanc, si tu fais macérer, il va roser. Oui, c'est ça. Mais tu peux le presser directement. Et du coup, il n'y a pas la macération. Oui, ok, ouais. Donc ça, on appelle donc orange parce que la couleur qu'il y a dans les peaux du raisin blanc, elles vont amener des teintes plus. Mais tu vas voir quand on va l'ouvrir, c'est pas comme c'est une courte macération. Scout. Et ben ça va être calme. Un peu. On est d'accord que, je sais plus si je l'ai dit, mais en fait on est sur un domaine de vin naturel. Oui. Donc là on a aussi une cuvée de vin naturel. C'est ça. Vous avez que du vin naturel ? Ah oui, c'est si tu veux, c'est une conviction profonde, donc ça n'a pas de sens de faire autre chose que du vin nature. Alors nature, nous on l'appelle vin vivant, parce qu'encore une fois, c'est un mot qui peut être controversé, qui peut, comme tout mot peut contenir tout prend des proportions toujours, ça dépend de qui l'emploie. Oui, voilà. Donc vivant, c'est pareil. Il y en a qui disent oui, mais ça veut dire que les autres sont morts. En quelque sorte, oui. Donc tu vois, c'est pas si orange que ça, mais on l'a appelé orange. Voilà, mais on l'a appelé orangette parce que. Est-ce qu'on fait un petit verre pour la caméraman ? T'en veux ? Elle en veut. En plus, elle adore le vin. Plus que moi j'aime bien. Je ne connais pas encore assez. Bien. Merci. Ok. Donc voilà, donc le principe du vin nature ou vivant ou libre ou ce que tu veux, c'est justement de revenir, tiens, en parlant de paysans, à un mode. Alors déjà, c'est en agriculture biologique, forcément. Oui. Tout simplement parce que on ne va rien rajouter ou enlever à ces raisins, et les raisins, ils ont besoin d'arriver sur le pied avec tout ce qu'il leur faut naturellement pour aller fermenter naturellement. Et pour avoir la notion de terroir, la réelle notion de terroir, celle qui n'est pas galvaudée par l'industrie, il faut que les racines aillent profondément dans le sol pour aller puiser dans cette fameuse notion de terroir. Voilà. Et pour aller puiser dans le sol, il faut qu'elle soit cultivée en agriculture biologique. Et c'est comme un vin classique et la durée, il se boit longtemps après avoir été fait ou à l'inverse ? Tout dépend des cuvées. Ça, c'est la première année. Là, tu vas voir, il se boit plutôt très bien comme ça. Et du coup, moi, je n'ai pas encore de vision de ce qu'il va donner dans le temps, mais il y a beaucoup de vins qui se conservent plutôt bien. En fait, les vins se conservent bien quand ils sont conservés dans de bonnes conditions. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des vins qui ont besoin de temps pour devenir plus. J'ai l'impression que c'est moins les vins naturels. Les vins naturels, tout de suite, ils ont plus de. Non, alors ça n'a pas de. En fait, comme ils sont moins sulfités, il faut les conserver dans des conditions meilleures. Ok. Voilà. C'est surtout ça. C'est-à-dire qu'ils vont moins bien supporter des différences de température, des conservations à des températures pas idéales. Ils vont moins supporter la vibration. Voilà. La vibration ? Ouais.
C'est quoi la vibration? Eh ben, si tu es dans un endroit ou dans un frigo qui fait comme ça, oui, par exemple, ok, ouais. voilà. Tu vois, les petites caves à vin qui sont faites pour les caves à vin, elles ont des stabilisateurs pour pas que ça vibre. Parce que la vibration, ça abîme le vin. Bah ouais, ça déstructure le vin, ouais. Ah, bah, je savais pas du tout. J'ai vraiment l'impression que les gens qui ont, tu sais, quelques rangs de vignes et qui se font leur propre vin, Ouais, qui font du coup naturellement du vin beaucoup Ouais. plus naturel, et ben ils le boivent à l'année en fait. ouais, J'ai l'impression que c'est dans la consommation en tant que client qu'on boit du vin longtemps après, ouais. mais alors que dans la réalité, les mêmes qu'ils produisent le boivent dans l'année. Alors, Plus. en tout cas, c'est ce qui se faisait, c'est ce qui s'est longtemps fait. C'est ce que faisait la famille de Sébastien, parce que lui, il est d'une lignée de vignerons, mais polyculteurs à la base. Ils avaient des bêtes, ils avaient des céréales, ils avaient de quoi faire des... Oui, parce que le domaine Bobinet ici, que tu as rejoint, on verra Ouais. ça après, je suppose. C'est un domaine qui a Alors, toute une il histoire. n'avait pas ce nom-là, mais sa famille, oui, parce que ça vient de sa maman. Ça Donc vient de sa maman, voilà, oui, il ok. n'y avait pas ce nom. Mais en tout cas, voilà, fin du 19e, il y avait déjà la culture de raisin, mais c'était voilà, un bout de vigne, et effectivement, ils faisaient plutôt le raisin pour leur le vin pour leur consommation personnelle. Et donc oui, il y avait un tonneau ou deux, et puis ce Ça faisait tonneau, il l'année, était bu, voilà. Mm. Après, tu vois, je pense que c'est les grands-parents de Sébastien où c'est vraiment devenu le seul commerce. Et là, ils en faisaient, voilà, ils en Ah faisaient oui, plus. ils se sont limités au raisin dans ce qu'ils Oui, vendaient de c'est leur ça, production. ouais. Parce que avant, mais en fait, avant ils avaient un peu de tout parce que c'est aussi avoir de tout pour soi, parce qu'ils faisaient c'était vivre C'est indépendamment ça. quoi. C'est ça. Puis c'est plus facile de vendre plusieurs choses différentes que de vendre une seule chose. Ah oui? Ah ben oui, parce que vendre une seule chose, il faut que tu démultiplies les clients. Alors qu'en fait, quand tu vends plusieurs choses, Oui, on des trouve des œufs, clients du partout. lait, de la Celui qui viande, passe va des toujours céréales, trouver, bah oui, une personne va pouvoir te prendre plusieurs choses en fait. Mhm. Voilà. Donc, et puis c'était en petite quantité. Alors que quand tu te mets en mono, en tout cas monoculture et mono-produit de vente, quoi, bah, faut que forcément tu augmentes ta quantité. Vous faites combien de bouteilles à l'année? Nous, on en fait alors c'est compliqué parce que moi on a une récolte, mais une partie de la récolte part en élevage et l'autre va être embouteillée. On n'embouteille pas tout le temps les mêmes quantités. On fait des Mais on va tests. te dire, en fait tout dépend de l'évolution. Des fois on reprend des vignes, des fois on en a moins. Enfin voilà. Et environ 100 000 quoi. Bon, à peu près. Environ 100 000. Et vous rajoutez d'autres. Enfin, vous achetez de nouvelles vignes ou. On achète du raisin un petit peu. Ouais. Ok. Et il y a une volonté de s'agrandir ou là on est Non, bien? là on est calé. Là c'est bien, vous faites toutes les expériences que vous voulez. Est-ce qu'on goûterait pas? Allez. Hop là. Est-ce que tu as je sais pas, une manière de. Bah, l'art de la dégustation, c'est on regarde déjà ce qu'on appelle la robe. Je la regarde depuis tout à l'heure. Ce qui te donne. Alors, si tu veux l'analyser, ça va te donner des infos. Et si tu veux juste pour le plaisir, moi j'aime beaucoup regarder voilà, la couleur du vin. J'aime beaucoup la regarder. C'est vraiment un plaisir des yeux. Tu vois, t'as le brillant, t'as un léger. Puis c'est les teintes. Les teintes, c'est exactement comme quand tu dégustes au nez. Si tu regardes vraiment bien et que tu es habitué à regarder les teintes, tu vas voir plein de teintes différentes. Ça y est, il joue. Ça y est, il joue, ouais. Ah ouais. C'est rare qu'il joue. Bah, elle est insistante. Hein. Elle aime beaucoup, beaucoup jouer. Et il va être content. On a les chiens qui jouent. Scout s'est fait une nouvelle amie. Ah, je te parlais des teintes. Oui, de regarder des le vin. teintes, et puis après tu mets ton nez, c'est ce qu'on appelle le premier nez. Donc là tu fais ton analyse sensorielle, à savoir ce que tu sens dans tout, voilà, dans toute cette palette que tu as. C'est un côté, c'est assez, c'est un côté floral, fruité, mais plutôt genre agrumes. Ben, je suis un peu d'accord. L'agrume, l'orangette, finalement, ça se répond aussi dans ce sens-là, quoi. Mais tu as aussi un côté un petit peu plus. Le floral est assez vers le végétal, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est pas de la fleur capiteuse. C'est de l'herbe, quoi, presque. Oui, voilà, des côtés un peu plus. Le végétal un peu plus proche t'as des fleurs qui sont moins capiteuses, tu vois, mais qui vont plus tirer entre l'odeur végétale et l'odeur florale. Qui sont plus proches d'une plante que d'un truc très parfumé.
enfin ce qu'on entend de parfumer du parfum, quoi. Puis après, tu remues, tu as ce qu'on appelle le deuxième nez, qui va développer d'autres arômes, ou en tout cas les renforcer. Puis après, tu as la bouche. C'est mieux de goûter ça avec des gens qui savent comment faire. C'est quand même mieux. Et en bouche, tu as tout un... C'est pareil, tu as tout un parcours, tu as l'attaque de bouche, le milieu de bouche, la fin de bouche et ce qui reste. Moi, il y a deux trucs que je trouve comme ça dans la vie. C'est le vin, où il y a vraiment ce côté, le premier goût sera jamais le dernier qu'on a, Ouais. et le chocolat. Ah oui. Et ces deux arômes, je sais pas pourquoi, enfin le vin je sais un peu plus, mais ça m'amuse pas mal de... C'est fou quand même de se dire qu'il y a un truc qu'on a en bouche, et le premier goût, il va avoir tout un voyage. Non, je suis pas très vin blanc. Et j'aime bien. Là j'aime bien. Toi d'ailleurs, t'es plus vin blanc ou vin rouge? Ah, moi, franchement, moi, c'est... Et on me le demande parfois pour savoir quelle cuvée je préfère de ce que je fais. Mm. Et je dis, mais honnêtement, j'ai pas vraiment de préférence. Il y a des moments où j'ai plus envie de boire l'un ou l'autre, mais oui, c'est ça surtout... dépend de ce avec quoi. Carrément. Ouais. Ça dépend de comment tu te sens, quelle heure il est, ce que tu as fait avant, ce que tu as envie de faire, avec qui tu es, ce que tu vas manger, si tu as mangé. Enfin, si t'es fatigué, si t'es en pleine forme, tu vois. C'est parfaitement logique. Franchement, voilà, on est tellement... et ça, tu le ressens énormément quand tu fais de la dégustation. Et puis moi, je viens d'un métier physique, donc c'est très proche aussi. T'es vraiment différent d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre, tu vois, entre le matin et oui, le si soir. tu fais une dégustation le matin, ça sera pas la même le soir pour le bah même non. vin. Mais tu faisais autre chose avant. Ouais. J'ai d'abord été sommelière, et avant d'être sommelière, j'ai été danseuse. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on passe de danseuse à sommelière? Bah ouais, parce qu'en plus, danseuse, c'était vraiment ma passion de jeunesse, quoi. Donc je suis devenue danseuse professionnelle, et au bout de 10 ans, déjà, t'es un peu cassée physiquement quand même, faut dire. Oui, en fait, c'est des métiers qui se font pas à vie. Alors non, déjà, ça... après, tu peux évoluer vers autre chose, prof, mais en prof, notamment. En chorégraphe, Ouais. ou en vieux danseurs, ils existent encore, qui font leurs propres trucs, enfin voilà. Moi, je commençais un peu à être... bon, déjà, je me suis blessée. Et je commençais à être un peu fatiguée d'un monde... parce que t'es intermittent du spectacle, et t'es jamais sûr de ce qui va t'arriver. Parce qu'il faut passer des auditions, voilà. Et même avec les années, et en étant pris quelque part, on n'a pas de certitude. Mais non, il n'y a pas assez d'argent dans ce milieu pour avoir... pour faire partie d'une compagnie. J'ai fait partie d'une compagnie pendant 5 ans. Et puis après, il a fait une pause. Après, il a fait juste un solo. Enfin voilà, tu vois, c'est pas acquis. Rien n'est acquis en fait. Et puis en plus, plus tu vieillis, moins c'est acquis. Mais en plus, t'es allé vers le vin. Ça me semble aussi un métier où tout n'est pas acquis, quoi. Oui, c'est vrai. Toutes les années, ça change. Ouais, bah carrément. Ouais, c'est même encore pire. T'as le goût du risque finalement, en fait. Alors que pas du tout. J'avais pas du tout envie de faire ce métier. Moi. Alors que pas du tout. Franchement, je trouvais ça... parce que j'ai commencé par être sommelière, et j'ai bossé 2 ans dans une cave à vin, et après j'ai fait un tour de France pour mieux comprendre comment on faisait le vin. Mais pas du tout pour devenir vigneronne. C'était juste de la curiosité. Ouais, puis j'avais un projet de faire ma propre cave, et donc je voulais vraiment mieux comprendre ce que je vendais. Mais déjà, quand tu deviens sommelière, c'est quand même un moment... T'arrêtes la danse, tu te dis ça m'intéresse quand même. Ouais, j'ai fait un bilan de compétences, je me suis dit tiens, je vais faire une formation là-dedans, tout en me disant j'arrêterai de danser dans 5 ans. Ah oui, ouais. Je préparais comme je m'étais fait mal, fallait que je m'arrête, et je préparais ma reconversion. Le premier cours de dégustation, j'ai dit ah bah non, j'arrête tout de suite. Ah c'est fou. C'est fou de passer d'un métier passion à un autre métier passion, quoi. Ouais. Et là, du coup, à l'issue de ce tour de France, j'ai rencontré Sébastien. Et donc je suis passée de l'autre côté, mais j'avais pas du tout envie de faire ça. Je trouvais ça extrêmement flippant comme métier. Suspendu à la météo, suspendu à déjà énormément de travail. Bon ça venant de la danse, c'est pas ce qui me faisait peur, mais aujourd'hui je confirme, c'est beaucoup de travail, quoi. Sébastien, c'est ton compagnon? Oui. Et initialement, quand vous décidez de reprendre ça ensemble, c'est parce que vous êtes ensemble, c'est pas... En fait, lui, il a 1 hectare 78 exactement, et vient de reprendre 2 hectares. Donc quand je le rencontre, il a presque 4 hectares. Enfin, il cultive presque 4 hectares. Lui, c'est déjà son métier à temps plein. Oui, il avait aussi fait un autre métier avant, mais ça fait 10 ans qu'il le fait. Et sachant que sa famille avant avait déjà... Ouais, ses grands-parents, ouais.
Et pourquoi je te disais ça? Et quand j'arrive, on décide de bosser ensemble et du coup on cherche d'autres vignes parce qu'il avait déjà un employé, donc pour vivre à 3 sur 4 hectares, fallait un peu plus. Et on trouve pas de vignes à louer, c'est pour ça qu'on achète du raisin. On commence à acheter du raisin en 2012. Et petit à petit, on a fait progresser le... Je crois qu'il y a une différence de terme quand tu cultives la vigne et quand tu achètes du raisin entre ces viticulteurs ou vignerons. Viticulteur, tu ne fais que cultiver la vigne. Vigneron, tu fais les deux. Tu cultives et tu vinifies. Et négociant, tu achètes du raisin. Et négociant, c'est très très large parce que nous, on achète le raisin sur pied, donc on le vendange. Oui, et en plus que ici. Oui, donc en fait, c'est vraiment comme une extension. Quelqu'un l'entretient pour vous et vous venez le vendanger. C'est ça. Mais tu peux être négociant, tu peux acheter une bouteille comme ça, pleine, toute faite, sans rien dessus et mettre ton étiquette dessus. Mais ça te ferait pas marrer. Ça, c'est pas la même chose. Produit, Oui, c'est pas la même chose, c'est pas le même métier. Voilà. Et donc, tu passes de la danse à sommelier à vigneronne. Ouais. Et évidemment, déjà, ça doit changer. Ce qui est toujours impressionnant avec la vigne, c'est le côté... tu dois t'adapter au temps et à la nature naturellement, quoi. Parce que sinon, t'arrives pas à produire. Et ça, déjà, ça doit faire un décalage. T'étais en ville avant. Ouais. J'ai l'impression qu'il n'y a presque pas de saison en fait en ville. Dans le métier en tout cas, ça vient pas naturellement. Non. Et là ici, tu t'adaptes aux saisons. Ouais, c'est ce qui est plutôt, c'est ce qui est très, je sais pas comment dire, organique. Ouais, il y a un truc qui est vraiment. On doit trouver vraiment du sens dans le fait de je pose les pieds et tu vis au rythme en fait. C'est ça. Et ça doit tout changer quand même. Alors, c'est vrai que ça amène ce côté cyclique très ancestral. Très humain, très organique. Voilà. Donc c'est effectivement ce qu'il y a d'assez éloigné de l'urbain. Mais bon, quand tu habites en ville, tu mets des pulls en hiver et l'hiver, il y a quand même un calme qui s'installe. Ça, c'est sûr. Mais c'est plus que le travail. Il y a quand même vraiment un côté... Chaque année, il y a des choses à faire en même moment. Au travail de la vigne. Mais c'est pas ennuyeux en fait. Non, des habitudes, mais... Carrément. Et puis de toute façon, les millésimes ne se ressemblent pas. Et la vigne, c'est étonnant parce que ça va être ce qu'il y a de plus récurrent, si tu veux. On taille toujours au même moment, machin. Mais c'est ce qu'il y a pour moi de moins ennuyeux. La vinif, c'est pas ennuyeux non plus, mais c'est un peu plus... quand tu touches le vin, tu sais que tout est très important. Tout est assez lourd comme responsabilité. Bon, tu tailles mal un pied, c'est pas grave. C'est pas très très grave, quoi. Oui, et parce que... Ok, ouais. Et puis ce qui lui arrive de mauvais à la vigne, il peut rien. De toute façon, c'est la grêle, le gel, les tempêtes. Et quand on fait du vin naturel, on a des petites astuces, on chope des trucs petit à petit pour justement ces aléas. Non, ça tu peux t'as rien. Pas le choix, c'est tout, c'est t'acceptes. Faut juste accepter, regarder le truc se faire. Le gel, les astuces, puis on les a utilisées beaucoup. Tu tailles pas trop tôt, tu attaches pas tes baguettes tout de suite parce que le gel est beaucoup plus fort au pied du cep, proche du sol qu'en haut. Donc les baguettes, on attendait parce qu'il y a eu dans les années la dizaine jusqu'à 2022, je crois. Voilà, il n'y en a pas cette année, mais il y a eu beaucoup de gel fin avril. Ça tu l'apprends que en faisant. En fait, tu es obligé de faire des erreurs et puis. Mais je suppose qu'en plus, des erreurs dont tu as appris l'année précédente, comme l'année suivante n'est pas tout à fait la même, et parfois même l'erreur que tu as apprise est. Tout à fait. Et est-ce qu'à la fin on peut quand même être un professionnel on a tout compris ou on n'aura jamais tout compris Alors en fait, ça marchait très très bien quand... Plutôt, je trouve. Parce que souvent les anciens, ils avaient des trucs comme ça. Quand il fait tel temps, avec beaucoup ce qu'on appelle l'empirisme. Énormément d'observation. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans l'observation. Le monde va trop vite. Je te parle comme une vieille, comme si j'avais... mais sérieux. Je crois que tout le monde le dit. Ouais. Moi, je vois Ida, c'est la grand-mère de Sébastien qui nous a quittés il y a maintenant 6 ans. Donc moi, je l'ai bien connue et elle a fait ce métier-là. Ida, elle a tout fait à la vigne. Petit aparté, c'est vraiment une femme dingue et qui bossait comme une malade. Elle faisait tout à la maison et tout à la vigne. Et donc elle nous disait, mais on fait plus le même métier, quoi. Elle nous regardait faire. Elle dit, vous avez le temps de rien. Puis tu sais, elle faisait les factures à la main. Enfin, c'était un autre temps, un autre rythme et une autre durée de temps.
Et vraiment, moi je me souviens bien, il y avait cette espèce de savoir, tu vois, savoir paysan, bon sens paysan, qui vient de ça, de l'observation, les choses se répètent, et en fait les gens ne quittaient pas la ferme, donc ils commençaient à bosser à 12 ans, et puis donc à 80, ils avaient une expérience de malade. Oui, bah quoi. oui. Moi je suis arrivée là, j'avais 35 ans, j'ai fait complètement autre chose avant, j'ai totalement découvert. Moi j'ai l'expérience d'une nana de 17 ans qui serait à la ferme depuis le début, tu vois. Donc, C'est déjà énorme par oui, rapport à mais la ce que je plupart veux du dire, monde. c'est que quand même l'empirisme amenait cette expérience et ce truc dit tiens, ça me fait penser à tel millésime, ça commence comme tel millésime et tout, et donc il y a quand même il y avait une capacité à s'adapter. Aujourd'hui, on a énormément T'as d'outils. moins le droit de t'adapter en fait. Ben, on a énormément d'outils qui t'aident comme ils te polluent. Typiquement le téléphone portable. Donc moi j'en suis la première. C'est-à-dire que dessus j'ai la météo, j'en ai 5 ou 6 météos dessus. Parce que voilà. T'as ton téléphone, t'as tous tes autres moyens de communiquer. Moi je fais la com du domaine dessus. Je fais les photos, l'appareil photo, le GPS. Enfin bon, bref, et donc tu as ce truc là, mais qui fait qu'en fait ça t'amène énormément de choses, mais ça te pollue complètement ton En fait, esprit. on a du mal à être concentré sur une seule chose à la fois. Voilà, et donc l'observation aujourd'hui, elle est franchement, l'observation paysanne comme elle a existé, elle est quand même vachement moins, avec beaucoup moins d'acuité. Et puis il y a de moins en moins de jeunes qui sont à la ferme depuis tout gamin et qui restent là, quoi. Alors Oui, je dis pas que c'est bien ou mal, hein, c'est juste que je remarque que cet empirisme se perd avec les générations qui s'en vont là. Sûr. Et est-ce que typiquement avoir du vin naturel, ça permet pas de prendre un peu plus de temps qu'un vin beaucoup plus industriel ou... Non. Ah non, c'est pire parce que t'as beaucoup plus de travail. Oui, mais il y a plus d'observation peut-être. Comme il y a plus d'écoute, on va dire. Disons que tu t'es plus à réfléchir, à chercher des moyens d'eux, mais en fait tu as vachement moins de temps parce que tu n'utilises pas un produit qui va tout régler. Enfin, pas forcément tout, mais presque. Donc tu es obligé de faire beaucoup plus, d'être beaucoup plus présent, de beaucoup plus réfléchir, d'être un peu plus dans le... Cette réflexion, elle est salvatrice d'une certaine manière. Elle est pas facile, mais c'est sympa de toujours... Enfin, sympa. Devoir toujours trouver une solution, on se dit comment on essaie de faire de la bonne manière, quoi. Exactement. Disons que pour moi, c'est deux façons de faire différentes. La façon conventionnelle, qui s'est bordée depuis le départ et bien aidée par l'industrie de la pétrochimie, qui a bien trouvé le filon pour vendre plein de merdasses, mais aussi des produits qui permettent aux gens de faire des vins sans trop risquer, parce que c'est très risqué économiquement. Donc il y a une partie qui est quand même assez moche, c'est-à-dire oui, des vendeurs qui veulent vendre des saloperies, mais il y a une autre partie de ce monde-là qui aide vraiment les vignerons à faire du vin sans que ce soit trop compliqué, quoi. Parce que c'est pas du tout un métier rentable. Donc au moins ne pas trop se casser la gueule et pouvoir faire un produit qui leur permette de vivre de façon pérenne. Si c'est pas rentable... Mais c'est deux façons de faire différentes. Il y en a une où tu es à peu près sûr que tu feras ton vin qui ressemblera à peu près à la même chose tous les ans, machin. Puis il y en a une autre où c'est l'aventure, mais beaucoup plus d'émotion, voilà, beaucoup plus de jouissance gustative. Mais donc c'est pour ça qu'on choisit de faire du vin naturel ou de faire ce métier qui a toutes ces difficultés. Bah pour ce côté émotion. Ouais, c'est ça, c'est que faut que ça ait du sens. Moi, et puis, premièrement, tu as vraiment la notion d'un respect dans l'agriculture biologique, et puis après, dans la bouteille, de mettre le moins de trucs possible. Et c'est pas parce que c'est un vin conventionnel que c'est pas bon. Mais la plupart du temps, j'apprécie pas les vins conventionnels parce que je sens le manque de naturel, quoi. Je sens le sulfitage, je sens le levurage, je sens des choses qui tout de suite t'éloignent de cette vibration organique. Et est-ce que si tu dois parler avec un vigneron, là par exemple ici,
Il n'y a que du vin naturel? Non. Et bah là, si tu croises un vigneron qui fait pas du tout du naturel, ça s'entend bien ou du coup ça va un peu. Oui, Oui, voilà, si. il y a largement. Ah oui, bah après. Il y a de la compréhension vis-à-vis des réalités de chacun, Oh, enfin des choix de c'est vie. hyper mal vu le vin nature dans, Ah ouais dans le monde paysan, Ah oui justement. Et que c'est hyper mal vu. Oui, parce que en fait, alors c'est pas tout le temps comme ça, mais pendant longtemps ça a quand même été, mais comme les premiers bio, ils étaient regardés comme des hurluberlus quoi. Parce qu'il y a cette notion de, ils ont l'impression d'être jugés dans ce qu'ils font. Ce qui est pas. Et tu tout trouves à fait que faux, ça, mais- oui, ça arrive qu'il y ait du. Bah bien sûr, moi ça m'emmerde qu'il y ait des pesticides là dans le Oui, sol. mais c'est pas un jugement de l'homme en soi. Enfin, ça Non, dépend c'est de des la raisons pour pratique. lesquelles il fait. Voilà. Bah oui. C'est que souvent, moi, je me retrouve face à des gens, alors pas que ce soit en vin, mais dans n'importe quel domaine agricole, qui vont dire, bah, en fait, oui, ça a pu nous arriver de mettre tel produit, tel truc, mais en fait. Bah, on n'en est pas tant fiers, on a été un peu contraints. Alors on aurait pu faire autrement, mais sur le moment on n'avait pas la réalité des choses, quoi. Ouais. Et ils sont un peu dépassés aussi. Bon, pas tout le monde évidemment, il y a toujours des gens qui cherchent juste du profit, mais Moi, ça se saurait si l'agriculture paysanne, justement, c'est-à-dire non industrielle, gagnait de l'argent. Mm. Voilà, c'est sûr. Hein. Non, le problème, c'est la FNSEA avec les énormes propriétaires qui ont des milliers d'hectares, quoi. Et le mec, il parle au nom des petits paysans, mais c'est à tomber par terre, ouais, en fait, dans le mauvais sens du terme. les petits domaines, ça ils se font n'arrive complètement quasiment pas, avoir. quoi. Ouais. C'est très compliqué. Il y en a plein, mais ils se font avoir par ce monde de l'agriculture intensive et productiviste, sur le dos de laquelle se font de l'argent le président de la FNSEA, par exemple. Mhm. Oui, donc en fait, il n'y a aucune volonté de défendre les vrais intérêts, quoi. Ah bah non. Mm. Leurs intérêts. Oui. L'intérêt Qui des sont pas les multinationales. intérêts de- voilà. Non, pas du tout. Et c'est dommage parce que Parce que dans l'idée, ce serait chouette que ce soit. ce monde-là se fait complètement avoir. Mm. Ils se font courtiser et puis ça surfe sur des idées qui sont loin de la réalité des petits paysans. Oui, c'est. Est-ce que. En plus, tu as vécu à Paris, tout ça. Est-ce que dans le monde médiatique, ce qu'on voit des réalités de vos métiers, tu trouves que c'est à peu près factuel ou c'est complètement à côté de la plaque Le problème, c'est que c'est pratiquement toujours décrit dans un seul prisme. Oui, puis dans un prisme d'une actualité brûlante, tu vois. Donc forcément, le paysan n'est pas content et il est contre le bio, alors que c'est pas vrai. Le paysan n'est pas forcément contre le bio, mais en revanche, il a du mal à voir comment il peut faire parce qu'il est pris comme Oui, c'est ça. dans une agriculture productiviste et intensive, quoi. C'est que lui, il aimerait bien avancer son petit chemin et il a l'impression de se faire bloquer par des gens qui ne sont pas réellement ceux qui le bloquent, quoi. Exactement. Et en fait, vous devriez presque marcher main dans la main. Oui. Et on fait en sorte que ça ne soit pas le cas, quoi. Ouais. Mais c'est la super. FNSEA marche bien avec justement un monde paysan qui parfois est trop obtus, avec des grosses idées préconçues sur justement les bio, les machins, tu sais, c'est très communautariste, quoi, alors que juste l'idée c'est de faire gaffe à la terre sur laquelle on marche et qui nourrit le monde. Après, Voilà, tu vois. c'est toujours pareil. Quand on dit à des gens vous êtes méchants et qu'on leur désigne les méchants qui disent qu'ils sont méchants, ils peuvent aller là-dedans parce qu'il y a besoin de trouver quelqu'un, quoi. Ouais. Et contre qui en vouloir, parce que sinon, déjà que c'est un métier difficile, je pense qu'il faut trouver un équilibre quelque part, quoi. Là, il y a la saison chaude qui est souvent l'été, ça y va. Ouais. Et l'hiver, c'est un peu plus calme. Il y a quand même une... Alors l'hiver, la taille, elle commence à peu près au mois de janvier. Et moi, je finis, disons que dans les vignes, c'est calme après, une fois les vendanges finies et jusqu'au mois de janvier. Parce qu'en plus, on attend un peu de voir ce que le vin va donner. Dans les vignes, en tout cas, il n'y a plus rien à faire. Oui. La vigne, elle entre en dormance et elle va se réveiller en mars. La vigne, finalement, elle nous demande de l'attention à partir de la taille jusqu'à, on va dire,
Tout dépend. Nous ici, on a besoin de faire des traitements, tu vois, en Loire, on a besoin de faire des traitements parfois jusqu'à début août. Mais sinon, en août, après, tu touches plus et les vendanges, elles commencent mi-septembre. Oui, Donc, c'est ça, c'est mi-septembre dans le coin. Ouais, c'est ça. Donc tu as un petit creux août, allez, mi-juillet, mi-septembre si tout se passe bien. Un peu moins s'il y a des traitements à faire et qu'on a un temps pourri. Et puis après les vendanges, et puis après plus rien. En revanche, les vinifs, faire le vin et tout ça, le commerce. Parce que nous, on fait 3 métiers. On est agriculteur, on est vinificateur et on est commerçant. Au moins, on fait tout le cercle du produit. Voilà, quoi. c'est ça. Et du coup, la vinification, c'est de la récolte dès que les raisins arrivent. Et ça va jusqu'à... des fois, les cycles, ils sont très longs parce que ça part en élevage, mais tu continues de les surveiller, de les déguster. Voilà, c'est finalement la vinif qui, pour moi, qui demande le plus de travail important, mais qui est moins quotidien. Mais aussi chronophage. Hyper plus, chronophage. Ouais. T'arrives, tu découvres ça, tu n'auras rien capté au début. Moi j'avais fait donc déjà dans le diplôme de sommelier, tu as quand même 2-3 notions de vinif. J'avais fait un mois en vinif dans un domaine. Donc j'avais un peu la notion de ce que ça représentait de mettre du raisin dans une cuve, de brancher des tuyaux, de mettre un pressoir et tout. Mais oui, dans tout ce que ça représente, c'est énorme le travail que ça représente. Puis énormément de lavage. Je crois qu'il y a 2/3 de lavage dans tout le travail de la vinif, quoi. C'est un peu... C'est sûr que c'est des sacrés métiers, mais quand tu dis que c'est pas rentable, c'est que en fait t'as juste assez pour... c'est rentable parce qu'on en vit. Voilà. Mais tu te feras jamais d'argent avec ça. À part sur les... Il n'y a pas de vrai profit, quoi. Il y a du vrai profit quand sont sur des appellations qui sont passées dans la notion de, tu vois, le Bordeaux, et encore, mais les châteaux avec beaucoup de renommée, le champagne. Je pense que le champagne, c'est le plus... Mais le champagne, si j'ai bien compris, c'est différent parce que le champagne, il faut que d'année en année, ça ait exactement le même goût. Alors, sur cette notion de champagne non millésimé, oui. Mais donc en fait, il y a vraiment une notion différente dans le métier quand même. Ouais. Puisque moi aussi, ça m'amuse dans le vin, le côté, quand on achète une bouteille d'un domaine qu'on aime bien, en fonction des années, on sait que ça va pas avoir le même goût. Enfin, il n'y a pas d'autres produits où on se dit ah ça va pas avoir le même goût. En général, quand t'aimes bien un truc, tu le rachètes. Oui. Non, c'est juste t'aimes bien la manière dont c'est fait et ça va t'intéresser. Il y a des années qui sont meilleures que d'autres. Ça doit être passionnant quand même. Bah oui, c'est ça qui est. Mais comme je te dis, c'est deux visions de la chose différentes. Il y a ceux qui aiment retrouver le même goût. Donc eux, ils vont pas forcément aimer ce monde du vin là. Parce ils vont toujours acheter le même vin et même de millésime en millésime, il faut qu'il reste pareil. Et dans ce monde-là, c'est juste accepter la différence, accepter la différence, la nouveauté, le changement. Et c'est pas rien, le changement. L'humain, il a besoin de rituels, de répétitions, de se retrouver, de repères et tout ça. C'est pas des métiers, et je te dis, excepté si tu as une grosse boîte je sais pas, tu vois, des espèces de grosses boîtes de champagne qui faut clairement de l'argent, quoi. C'est un métier où on peut prendre des vacances un peu ? On peut y arriver quand tu as des employés, quoi. Ah ouais, c'est ça, t'es obligé d'avoir des gens. Bon bah oui, parce que après tu peux, mais moi j'ai des copains qui n'ont pas d'employés, qui sont en couple par exemple, mais ils ont des petits domaines et donc ils savent à un moment, paf, mais tu peux partir que des fois, d'ailleurs tu ne peux pas vraiment prévoir quand tu pars. Oui, c'est sur le moment, là on a 5 jours. Ouais, c'est ça. Donc, tu prends pas spécialement de vacances ? Si, nous on prend des vacances. On n'en a pas pris pendant longtemps, puis en fait au bout d'un moment moi puis j'ai pas cette vision là, moi c'est pas mon truc de pas prendre de vacances. Oui, c'est ça, en fait, je peux beaucoup travailler, mais j'ai besoin de prendre des vacances, quoi. Mais le fait de ne pas avoir de profit, c'est jamais venu comme un élément de discussion de je vais peut-être arrêter ce métier. Alors non, ça c'est jamais vraiment venu parce que Tara, j'ai dit non. Tara, ça suffit, hein. Le vin. C'est pas grave, t'inquiète. J'ai dit non. Tu te rends compte ce que tu lui fais faire ? Non mais franchement. Allez, tranquille. Allez, ça va. Ouais. Non, effectivement, c'est jamais arrivé, mais là dernièrement les temps sont difficiles et tu poses des questions quand même à te dire, parce qu'on a des employés, tout ça, on a quand même une grosse responsabilité.
C'est ça, à partir du moment où tu as des gens, ça dépend plus. Bah ouais. C'est plus que toi, quoi. Ben ouais, c'est ça. Parce que toi, tu peux accepter d'avoir un mois un peu plus, Voilà. mais tu peux pas l'imposer à d'autres gens, ouais. Eh ben non. Non, après, en revanche, ça te fait quand même, quand tu passes des moments difficiles comme ça, tu vas adapter un peu ton... Regarde-le avec Ton son équilibre. mini bâton, là. T'es ridicule, Scout. Ridicule. Tu adaptes un peu tes... En fait, Tu adaptes un peu ton mode de vie en Ouais, fonction ouais, de la c'est vie. ça. Ouais. Mais Des fois, ouais, tu as des projets, puis tu dis, ah bah finalement, non, on va pas faire ça Oui. parce que c'est pas possible. prends Et de puis la des fois, tente. finalement, tu te dis, ah tiens. on y va, on a Voilà. l'occasion. Ouais, c'est pas, c'est pas un long fleuve tranquille. Oui, mais il y a quand même vraiment cette idée-là. C'est marrant que tu dises fleuve à ce moment-là. Je me disais, ça a vraiment une notion de cours d'eau, quoi. T'es dans le Ouais. cours d'eau et tu suis. Ouais. Et il y a vraiment une notion d'adaptation. Oui, il y a des courbes et puis des fois, il y a du mouvement, quoi. Des fois, il y a du des choses pas coup- prévues, mais il faut savoir quand même C'est ça. s'adapter. Et ça, donc oui, évidemment, il y a des hésitations et des moments difficiles, mais t'y restes, quoi. Pour le moment, Ouais, on connaît des gens qui ont arrêté, hein. On n'en connaît pas beaucoup, étrangement, par rapport à Oui, c'est justement ça. la c'est dureté des métiers du... difficiles et les gens, ils y sont. Bah, quoi. parce que je pense que quand même si c'était difficile, ça n'est pas que difficile. Voilà. Ça Je pense apporte qu'il y a- un vrai truc. Ouais, je pense qu'il y a... Puis une fois que tu es dedans, c'est vachement dur d'arrêter quand même. Enfin, il y en a beaucoup qui ont beaucoup investi. Mm. Nous, on n'a pas vraiment investi. Tu vois, on a plutôt, avec notre activité qui a généré de quoi acheter du matériel, machin. Mais il y en a vachement qui viennent de reconversion. Donc ils arrivent avec, ils ont un petit pactole parce que dans ce qu'ils faisaient avant, ça a bien fonctionné. Il y a beaucoup de gens dans l'informatique, par exemple. Ah oui. Et ils arrivent là-dedans et ils arrivent un peu la fleur au fusil. Oui, et ils pensent que ça va. Ils achètent un domaine, ils achètent des cuves, ils achètent tout, quoi. Et donc en gros, ils mettent toutes leurs économies dedans. Puis derrière, il y a un truc qui se dit dans ce monde-là, c'est que pour finir millionnaire en étant vigneron, il faut commencer milliardaire. ça représente bien. Oui, c'est très bien pour avoir l'idée du métier. Voilà. C'est des journées de quelle heure à peu près Alors, la journée type, si tu vas qu'à la vigne, et par exemple, comme on faisait au début, quand on n'avait pas tout ça, tu commences à 8h et puis tu finis à 17h et tu vas à la vigne et tu fais tes travaux dans la vigne. Et voilà. Oui, c'est toi qui t'imposes ta propre limite, tu finis, tu continueras demain, quoi. Voilà. Excepté quand tu as des contraintes de météo. Mais comme je te le disais tout à l'heure, on fait 3 métiers en un. Donc ça, c'est le métier d'agriculteur. Ouais. Après, tu as le métier de vinificateur. Alors là, une journée type, il n'y en a pas parce que... Ça dépend à chaque fois de là où on est le vin, quoi. Ah ouais, vraiment. Donc tu vois, tu as un sous-tirage à faire, par exemple, et tu commences assez tôt parce que c'est, comme je te le disais, il y a beaucoup de lavage, donc c'est très long. La préparation est longue et la fin est longue. La réponse finale, on va Ouais, dire, donc là, c'est des journées plutôt de 12 heures. Et ça, vous le faites à deux Ou, En général, oui. Ouais. Ça se soutient quand même, et même Ouais, t'as besoin de la vie de l'autre. Non, alors pas pas vraiment, mais c'est parce que c'est assez physiquement assez Ouais, t'as besoin de exigeant. quelqu'un, Et puis sur le côté, ok. donc ça peut se faire tout seul, ça dépend. Il y en a qui se font toutes seules parce qu'elles sont justement pas trop exigeantes. Et puis il y en a d'autres qui se font pas toutes seules. C'est exigeant. Des fois ça nécessite d'être deux pour tenir un tuyau, machin, un. Et puis aussi on n'est pas très fan d'être tout seul en cave. C'est quand même un métier qui peut être dangereux. Oui, Tu montes souvent à l'échelle. ok. T'as du gaz carbonique, t'as des trucs qui sont lourds, enfin, voilà, Oui, c'est ça, le gaz, c'est si tu tombes dedans, Ouais. c'est fini, quoi. Bon, ça se passe surtout pendant les vendanges. Oui, c'est ça, Après, j'avais entendu parler de ça. En élevage, ça se passe plus, mais voilà, tu vois, la Oui, ça dernière reste, fois, j'étais avec Sébastien, c'était moi qui avais mal rangé un truc, il a tiré un chariot, il y a une bouteille de gaz, tu sais, les grosses bouteilles de gaz, les grosses bonbonnes, qui m'est tombée dessus. Alors on s'en est tiré, mais enfin bref, j'ai eu juste le pouce un peu explosé, mais elle aurait pu me tomber dans le dos, donc mais vraiment me fracasser le dos. Elle aurait pu tomber sur une cuve, parce que je suis passée entre la cuve et elle m'est tombée. Je l'ai vue arriver, et je l'ai retenue avec mon bras, puis elle était trop lourde et je l'ai retenue avec l'autre, puis ça m'a écrasé le pouce. Mais je veux dire, elle aurait pu tomber sur la pompe qui vaut 15 000 balles. Enfin, je veux dire, voilà. Oui, tu penses à la pompe à 15 000 balles avant ton dos. Moi, je vais penser d'abord au dos. Je préfère garder mon dos. Non, je t'avoue, j'ai pensé au dos d'abord, après à la cuve et après à la pompe. Ouais, tout est bien qui finit bien. Il y a eu l'ange gardien, il est venu, c'est il a ça. filé Mais un petit coup de le main. travail il a en dit, cave, il est un peu ouais, dangereux. il est plus donc physique que ce qu'on imagine en Ah, fait. il est C'est pas ultra juste physique. s'amuser à goûter des petits vins. Ah non, c'est hyper physique.
Et en plus, tu vois, nous on a une cave, faut que je vous y emmène après. On a une cave magnifique, qui est une grotte. Qui est là-bas? Là-bas. Là au-dessus. Et qui est super belle, mais à travailler, c'est pas pratique du tout, donc c'est éprouvant. Voilà. C'est toujours des choix, Ouais, qu'est-ce qu'on accepte de difficile pour quelque chose C'est de beau, ça. quoi. c'est ça. Je me demandais si tu avais un souhait pour l'avenir, on va dire plutôt chez les vignerons, mais ça peut être de l'agriculture en général, le monde agricole. Un souhait pour l'avenir, quelque chose pour les prochaines générations, tu t'aimerais. Ouais. Ah ouais, ouais. Ah. Moi, mon souhait le plus cher, c'est que l'humanité arrête d'être complètement tarée, quoi. Donc ça, Tout à l'heure, j'ai pas dit quoi? Un monde meilleur sans le capitalisme. Ouais. Merde. ouais. Alors tu sais qu'on a même dépassé le capitalisme. Maintenant, on appelle ça le techno et un autre terme. Ok. C'est-à-dire que c'est même plus des gens qui travaillent, c'est des gens qui vont Appuyer sur les boutons de la machine. oui, puis profiter de gens qui travaillent pour se faire eux du profit. Mais c'est plus du tout le monde du travail ne produit plus de richesse, c'est celui qui ne travaille pas qui produit de la richesse avec voilà. Donc voilà. Donc mon souhait, il est quand même c'est une grosse utopie. Mais malgré chouette, tout, utopie. il faut, parce que de toute façon, sinon, là, on est dans la dystopie à mort. Donc ouais, c'est ça, c'est parce qu'en fait, le malheur de l'humanité vient de sa propre violence, sa propre, comment on dit, son propre désir de pouvoir et de profit. Et c'est ce qui amène notre pauvre planète à tirer la langue, quoi. Mais on sera les premiers à disparaître avant elle. Hein. Oui, c'est ça. Mais ce que je me dis avec ce genre de métier, c'est en fait il y a une humilité qu'appelle la terre, et c'est un peu une manière de dire je me laisse pas le choix d'être autre chose que dans mes bottes, parce que la réalité du quotidien va me rappeler tout le temps à ça. Ouais. Et c'est justement cette volonté de pouvoir, quand tu fais le choix de ce type de métier, t'es forcé de te tenir à un truc qui va pas te donner envie de décrocher des montagnes inutiles, en fait. Oui, et puis t'es confronté tous les jours au fait que il y a de la vie, il y a autre. C'est en face de toi, en fait. Ouais, il y a Ça. d'autres êtres vivants que nous. Qui eux n'ont rien demandé et puis ont un équilibre qui ne fait de mal à personne. Voilà, et puis enfin. Oui, mais un équilibre qui, il me semble, l'humain a toute sa place dans cet équilibre. Oui. Ouais, c'est ça. Oui, on est tout à d'accord. fait. Il faut juste qu'il reste humble. Qu'il Et reste puis dans le cycle. Qui cherche pas à faire, à faire plus que. Enfin, je veux dire, quand tu vois toutes ces. Enfin, ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, bon, ça fait longtemps qu'ils sont. Je parlais avec un copain dernièrement qui me dit non, mais ça fait longtemps qu'ils sont complètement tarés. Non, mais je veux dire, moi j'ai plein de potes américains, hein, évidemment que tous les Américains sont pas tarés, mais quand même, c'est un pays. Waouh! Qui, de la démesure. Ouais. de la démesure et puis de C'est limite son identité. Donc, du décrochage, quoi. Du décrochage de ce que c'est que d'être sur Terre, tout simplement. Et malheureusement, ça nous gagne. En dernière question, peut-être un peu plus positive. Ouais, tu m'étonnes, ça m'a foutu le bourdon. Ouais, mais en même temps, c'est intéressant. Mais c'est pas toi, Moi, hein, je viens là aussi pour poser genre Moi, de j'ai trucs. une fille et voilà, et tous les jours, il faut que je lutte contre le désespoir, quoi. Vraiment. Mais vraiment, hein. Je peux pas être Faut regarder désespérée, cette quoi. belle vigne. Ouais, de ouais. l'espoir. Bah ouais, mais bon, jusqu'à quand? Ma question, c'est, il y en aura une en deux. C'est un beau souvenir lié à ce domaine que vous avez eu, enfin toi et Sébastien, et vraiment un souvenir comme ça, là je te dis, c'est le premier qui t'est venu, peu importe si c'est le plus beau, on s'en fiche, en fait il n'y a pas de classification, mais là tu t'es dit, ah c'est chouette, tu vois. Le premier souvenir, c'est ma fille toute petite dans les vignes. C'est génial, Voilà. Tous les gens que je questionne, ça revient tout le temps aux enfants dans les choses positives, et je me dis comme quoi c'est fou, hein, parce que c'est toujours pareil, et je ne dirige pas là-dessus, hein. C'est vraiment tout le carrément, monde va ouais, là-dessus. carrément. Et la petite fille dans les vignes, là tu te dis, je l'ai mis au bon endroit. Non, pas du tout. C'est juste, je me dis, je suis là. Ce que je vis, je l'ai choisi. J'en suis heureuse. Tu pourras le défendre en fait, face à ta fille plus tard, quoi. Tu te diras pas, j'ai été complètement incohérente. Je sais pas. Ah ouais.
Non, je sais pas, je trouve que c'est un métier difficile à défendre, c'est tellement difficile, je veux dire... Mais défendre dans le sens où tu as été au bout, tu vois. Ouais. Défendre mon choix, tu veux dire? Oui, voilà. Ah oui, oui. Si c'est un oui. choix dont t'assumes et tu sais pourquoi t'es là. Par rapport à d'autres gens qui font des métiers pour nourrir l'assiette, Oui, mais au final, bien sûr. c'est ça où je dis, tu regardes ta fille dans les yeux et tu dis, bon, c'est pas facile, mais au moins. Ouais, après, c'est pas si. Mais même dans tout, hein, je pense que la vie, elle est pas si. C'est difficile de répondre très clairement oui à cette question. Dans les choix que tu fais, parfois, il y a des choses qui sont pas réfléchies et qui, au bout du compte, tu te dis, j'aurais peut-être pas fait exactement comme ça. Oui. Après, j'aime ce que je fais, mais en même temps, une fois que tu as commencé à faire ça, t'es un peu, je veux dire, changer, c'est compliqué quand même. Donc, tu es un peu obligé de continuer quand même. Mais ça va, tu regrettes pas trop de devoir continuer. Non, pas du tout. Ça Non, va faut déjà. réussir à trouver. Et puis, tu sais, je pense que ça, c'est dans tous les métiers du monde. J'en suis persuadée parce que j'ai ressenti exactement la même chose dans la danse. Sauf les métiers du coup, parce que toi tu as eu 2 métiers passion, mais il y a beaucoup de gens qui font des métiers pas du tout. Oui, mais tu vois, mon frère, il fait un métier où c'est pas un métier passion, mais il reste dedans parce que ça lui apporte autre chose. Oui, il y a une mais c'est ça. stabilité. Ce que je veux dire, ok. c'est que c'est toujours un verre à moitié. bah oui, dans tout ce que tu vis, je pense que C'est à toi voilà, de choisir l'équilibre que tu veux, Ouais. la balance. À part si t'es esclave, par exemple, je vois pas trop le. C'est sûr que c'est pas tout à fait. Tu vois. Et c'est marrant parce que ma dernière question, en fait, je pense limite ça s'est répondu dans le souvenir, mais c'est quoi ta plus grande fierté, quoi? La chose dont tu es le plus fier? Alors, la chose dont je suis la plus fière, ça va être, tu vois, je pense que ça va être un vin qui fait plaisir à tout le monde. Ah oui. Et t'as réussi à faire un vin qui a plu à tout le monde? Ouais, il y a des vins, les gens me disent, ah celui-là je l'adore, et à chaque fois, voilà. Poil de lièvre par exemple. Ah oui. C'est vrai que c'est rare parce que la fameuse phrase on peut pas plaire à tout le monde. Mais il y a forcément des gens à qui ça plaît pas, mais ils me le disent pas. Oui, c'est bon. Oui. Alors que parfois il y a des vins qui sont moins consensuels. Et du coup, tu as des gens qui te disent carrément celui-là il me plaît moins. Mais alors ça me. C'est aussi ce qui est recherché, quoi. Donc il y a un moment, c'est aussi chouette. De toute façon, je sais qu'on peut pas plaire à tout le monde. Et donc je sais très bien que quand les gens me disent on adore ce vin-là, je sais très bien qu'il y en a qui l'aiment pas particulièrement. Mais en tout cas, il y a des vins qui au-dessus des autres, sont plus consensuels. Et c'est pas forcément négatif. En fait, ta plus grande fierté, c'est d'avoir produit quelque chose de A à Z et de voir que ça fait plaisir à des gens. Voilà, c'est de procurer du plaisir. C'est vrai que c'est un peu ça, être vigneron quand même. C'est la finalité, c'est quand même. C'est super. Que moi, en plus, avec la magie des réseaux sociaux, la partie magique des réseaux sociaux, c'est la partie désespérante. Il y a une grosse partie, mais on va pas en parler. Voilà, mais la partie magique, c'est, tu vois, je reçois quotidiennement des stories avec des gens qui postent des trucs. Voilà. Ça donne plus de vie au produit dans ta tête que sinon tu le vois moins, quoi. Ouais, c'est vachement bien. C'est hyper important dans les moments où tu es un peu, tu vois, où tu te poses justement des questions et où tu en as ras-le-bol. Et où, oui, voilà, c'est un soutien. C'est un soutien, c'est hyper agréable. Et donc oui, c'est parce que la fierté pour moi, ça peut être que sur un truc qui n'est pas, tu vois, je veux pas être fière de ma fille. Enfin, je trouve que il y a un endroit où elle est comme elle est et je l'aime comme elle est. Non, mais c'est intéressant. J'avais eu ce débat exactement avec mon père qui défendait qu'on ne peut être fier que des choses qu'on fait soi-même. Oui. Et pas des autres. Oui. Et donc j'ai l'impression que tu le rejoins. Oui, et puis je trouve que ton enfant ne t'appartient pas en plus. Non seulement, alors évidemment elle est sortie de moi, mais elle ne t'appartient pas, et surtout ça voudrait dire que si t'en es pas fier, c'est horrible, tu vois. Parce que, bah oui, moi il y a des vins, j'en suis moins fière, parce que j'ai fait ce que je pouvais avec ce que j'avais, et je trouve que j'ai pas trop réussi. Et il y en a dont je suis fière, mais ton enfant, voilà, elle est... C'est beaucoup plus, c'est autre chose que de la fierté. Elle est ce qu'elle est, voilà, c'est de l'amour, quoi. Ouais. Et bien en fait on aurait beaucoup d'autres questions, mais il faut bien s'arrêter quelque part. Donc on va s'arrêter là. L'entrevue terminée, nous partons en balade dans les vignes et dans la cave d'élevage où elle me donne des informations supplémentaires. Alors donc ici, déjà tu peux voir, ça c'est une très vieille vigne, c'est la plus vieille vigne de Cabernet Franc qu'on ait. Donc ça c'est vraiment un cep centenaire, pas centenaire mais un cep qui a, ça a été
planté en 47. Donc tu vois, Oui, 77, bientôt 80 ans. C'est quoi vieux pour une vigne? Ah bah ça c'est vieux. Je pense La que durée, on dit vieille vigne à partir d'une trentaine d'années. Mais tu Ok. vois, voilà, Oui, ça. c'est quand même. Bah là, du temps. c'est les grands-parents de Sébastien Une vigne, qui ça l'ont fait, planté en 47. 3-4 Quoi. générations, 3. Ouais, bah tu sais, il y a des vignes vraiment centenaires et puis selon le type de plantation, t'en as qui sont replantées tous les 25 ans. Oui. Donc ça c'est encore Et t'as une autre. déjà replanté ou pas encore? Alors nous, on replante dès qu'il y en a un. Regarde, tous les petits capuchons, ça. parce ça, que c'est vous venez de des- replanter. c'est des vieux qui sont morts et qu'on va, tu vois, celui-ci par exemple, lui clairement, ça y est, C'est la fin. ouais, petit père, voilà, il est mort. On est Donc, triste quand, tu vois, quand on a un cep qui meurt. Il bouge. Ben ouais, parce que alors quand il meurt naturellement, bon, mais alors quand tu les tapes avec le tracteur, ça c'est les Ah, boules, ça arrive ouais. souvent? Oh bah oui, ça arrive. Ouais. Ah. Et tu vois quand Mais t'as là, en des même temps, c'est super. étroits, ouais. Bah ouais. Ouais, mais c'est des tracteurs vignerons qui sont Ouais, faits ouais. pour. Tu les Ça vois, passe hein, au-dessus. les Ah roues non. du tracteur là. Tu vois. Oui, oui, Et donc ça c'est des plus jeunes, tu vois. Celle-ci elle doit avoir peut-être, je sais pas, celle-ci elle a peut-être bien une dizaine d'années. Et là, que tu viens de planter, faut attendre combien de temps à peu près avant que ça donne un truc? Faut attendre 3 ans Ouais, hein. pour que tu puisses vraiment la monter. La monter, c'est-à-dire la faire monter vers le. Et elle fait des raisins à 3 ans? Elle peut commencer, ouais, ça dépend des vignes, mais tu peux commencer. Souvent c'est plutôt 4 ans, 4-5 ans. Mais ça dépend vraiment du type de cépage, de l'endroit. Voilà, c'est un peu comme beaucoup de choses. À la vue, tu vas savoir l'âge. À peu près. Faut quand même. Oui, tu peux savoir. Enfin, ouais, à peu près, ouais. Et tu vois là, on a bien on voit bien. Il y a pas mal de portées là, de grappes. Ils sont tout mini. Ça, Ah ouais. des grappillons? Alors les grappillons, non. Les grappillons, c'est quand lors de la récolte, tu vas récolter donc les grappes qui sont mûres et souvent tu as des deuxièmes générations qui sont plutôt en haut, qui sont qu'on appelle les grappillons, des petites grappes qui sont encore vertes. C'est ça les grappillons. Il faut pas les couper et laisser. Bah non, parce que c'est pas mûr, c'est Mais hyper donc, acide. juste Tu on les enlève. laisses. Ah non, on laisse. Ouais. Et ça sera pour une autre fois? Ça va... Non, parfois il y a des gens qui vont faire des vendanges tardives comme ça, récolter les. Mais en général, ça réussit jamais à mûrir en fait, parce que ça arrive trop tard et il n'y a Oui, plus assez de donc ça va soleil. tomber tout Ouais. seul. Moi, je trouve qu'il y a un truc hyper fort avec les vignes, c'est quand tu passes une après-midi, t'as tes mains. Ouais. Quand une odeur. Ah bah oui, ça c'est sûr. Ouais. C'est pas... Et alors si tu viens pendant la tannique, fleur, peut-être. alors là il y a une odeur incroyable. Ah oui? Ouais. J'ai jamais vu, je crois, vendre vigne. Et bah tu vois la fleur, ça va être dans un mois à peu près. C'est blanc? À peu près. Oui, c'est blanc. Et ça a vraiment une odeur. C'est pas très fort, mais il y a une odeur typique. Et Quoi. une odeur qui rappelle le vin déjà ou Non, pas du tout? pas du tout. Non, c'est plutôt vraiment une odeur végétale de la vigne, quoi. Mais là, tu vois, on a déjà commencé à faire des traitements. Donc, c'est des traitements qui sont autorisés en bio, c'est le cuivre et le soufre. Parce qu'on a eu des grosses pressions de maladies l'année dernière. Donc, ça veut dire c'est rémanent. Donc, voilà. Donc, on est obligé de passer. Paliers, Bah oui. Ouais. On est en monoculture. La monoculture, c'est pas naturel. Tu vois, on fait du vin nature, mais malgré tout, on en vit. Donc pour en vivre, il faut en vendre suffisamment. Donc tu es un peu obligé d'être en monoculture, parce que sinon, ou alors, faut revenir à la polyculture et faire, tu vois, et avoir un petit peu de. Comme la perma. Ouais, c'est ça. Et on vous autorise à dire que c'est du vin naturel en utilisant tel et tel produit en fonction de la difficulté de l'année? Non, ça c'est un truc qui n'existe pas. Ce sont les producteurs qui l'ont inventé pour contrer cette tendance de vin conventionnel. Mais en fait, ça c'est des termes qui ne sont pas légiférés. Donc nous on le sait, et il y a une charte qui a été établie, il y en a même plusieurs, mais qui tournent à peu près toujours dans le même sens, c'est-à-dire la culture doit être biologique, certifiée ou non. Tu dois utiliser les levures indigènes, donc les levures qui sont naturellement présentes sur le raisin, c'est-à-dire que tu ne rajoutes rien. Et c'est les levures qui permettent la fermentation. Voilà, c'est ça. Mais sinon, tu achètes des levures au laboratoire et tu les mets dedans. Donc tu annihiles, tu ne laisses pas les levures naturelles se développer. Voilà, et puis après, le moins d'intrants possible et le moins d'action mécanique violente possible.
Voilà, donc ça fait très peu en fait. Et pourtant, tu interviens, tu es Oui, très très présent. Tu peux intervenir sur la température, mais toujours de manière... Oh, tu vois là, le vent. Ça risque de casser ça. Tu vois tout de suite. Bah ouais, parce que c'est un mauvais... non, je préfère... il faut que l'ouvrier qui va venir, ou l'ouvrière d'ailleurs, Donc le vent décide... est pas hyper bon pour la vigne. Ah non, le vent c'est... Mais ça c'est un mauvais choix de taille, tu vois. C'est parce que sur le courson, là il y a eu un truc, c'est pas normal d'avoir un courson comme ça qui est tout mou. Courson, C'est c'est... les petits bouts qui sont laissés. Ok. Ça c'est Et un sarment courson alors, qui est laissé. c'est... Et le sarment ça va être ça. C'est que la pour partie l'instant toute c'en est verte. pas un, le sarment c'est quand il C'est s'est quand il y a du lignifié. raisin. C'est quand il s'est lignifié. Mhm. Lignifié c'est quand il devient comme ça. Quand il devient du Ok. bois si tu veux. Oui, non, donc c'est pas du tout quand c'est vert. Et tu m'as dit, c'était quoi le terme? Ça, c'est les bourgeons pour l'instant parce qu'ils ont grandi, mais au départ, tu vois, il y a un mois, il était grand comme ça le truc. Mhm. Donc ça, c'est le bourgeon et qui devient une tige, quoi. Et les disons, c'est quand même quelque chose. Hein. Ça va, t'as pas trop mal aux mains, toi? Ça va. Donc là, on est... On est rue de Beaulieu, devant la cave d'élevage. Donc c'est la cave ancestrale. Bon, elle date de 1637, mais elle est dans la famille de Sébastien depuis ses grands-parents. Toujours été en activité? Oui, toujours été en activité. Alors c'est des caves comme ça, il y en a des milliers dans la région. C'est un gruyère. Et tu vois, ici, ça nous permet de voir c'est vraiment une coupe géologique. Donc ça, c'est le coteau de Saumur. Donc tu vois, c'est vraiment la roche calcaire qu'on appelle le tuffeau, qui est une roche tendre, un calcaire tendre. Et c'est avec cette roche qu'ont été faits tous les châteaux de la Loire et toutes les maisons du coin. Partout, c'est... Le château de Saumur? Oui, tous les châteaux. ok. Ouais, c'est ça, c'est la roche. C'était facile à tailler parce que c'est vraiment, c'est comme de la craie. Et on est sur la fin du bassin géologique du bassin parisien. C'est la fin, et donc ici ça s'appelle l'Anjou blanc parce que calcaire blanc. Et à quelques kilomètres d'ici commence l'Anjou noir, et là ça va être du schiste. Donc c'est vraiment deux zones qui se rencontrent. Quoi. Ouais, et puis qui sont très différentes, deux sols qui sont très différents. Voilà, donc ici ça permet de comprendre, tu vois, les vignes sont posées au-dessus, alors tu as un peu de terre au-dessus de ce calcaire. Il y a alors pas tout de suite là, mais derrière, oui. Et donc les vignes, parfois les racines des vignes vont aller creuser jusque dans le calcaire. Ok. Et ça donne une différence. On dit que ça donne de la tension, de la fraîcheur, de la minéralité, voilà. Ça donne de l'acidité en gros, quoi. Ok. Et donc voilà, et au-delà de ça, de ce que ça apporte au vin, c'est vraiment aussi un endroit idéal pour l'élevage parce que c'est frais, c'est une température constante, c'est très calme, il n'y a pas de vibration, tout ça. N'importe quoi. Non, mais il a le droit de rentrer, hein. C'est plus, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Ici, on a que votre vin. Oui, ça nous appartient et c'est vraiment l'endroit où on élève tous les vins d'élevage, parce qu'on fait des vins sans élevage et des vins avec élevage, enfin sans élevage long. Les cuves plastiques et les tonneaux, c'est... Alors ici, on a pratiquement que du bois et de la terre, du grès et de l'argile. Et sur les cuves, sur les vins d'élevage un peu plus courts, enfin qu'on remonte pas en cave, c'est plutôt sur des cuves inox et fil de verre. Plus on avance, plus ça va faire du vin différent? Non, c'est justement, c'est plutôt stable. La température est stable, l'hygrométrie est élevée et assez stable. Donc l'hygrométrie, c'est la quantité d'humidité. Et c'est plutôt bien pour éviter l'évaporation du vin. Ça sent la betterave? Et de l'eau. Ah oui, là, ça sent la terre. Ouais. Non, mais c'est hyper joli. Ingba, tu vas venir voir. Ouais. C'est fou. Et c'est que à vous, là, tout ça? Ouais. Ah oui, mais il y a quand même une bonne quantité. Là. Ah bah oui. Mais oui, parce qu'il y a sur plusieurs années. Exactement. Là, tu as 21, 22, 23. Ah, il n'y a pas que ce que tu vas être mouillé.
Et vous venez souvent par ici? Ah bah oui, il faut qu'on vienne souvent ouais, pour vérifier que tout va bien. Je vérifie que tout va bien. La taille du contenant, le type de contenant va va avoir des conséquences vraiment différentes pour le vin. Donc on ne met pas tous les mêmes vins dans les mêmes contenants. Ah, pour moi, je pensais que tu pouvais mettre n'importe quel vin dans n'importe quel contenant, mais que justement... Tu peux, mais après ton choix, c'est voilà, tu peux. Mais si tu dis, ah, celui-là, il sera bien pour... Bah, tu sais que si tu mets un vin très tannique, un peu vert, dans un truc comme ça, il va mettre vachement de temps à se patiner, et ça va être long, et ça va pas vraiment amener ce que tu cherches. Ça, c'est vachement mieux pour ce type de vin. Après, tout dépend de... Le plus ancien. Ouais. Bah non, en plus, le plus ancien, c'est l'amphore quand même. Ouais, enfin. Ouais. Mais non, mais parce que dans le cliché, on pense vin, tu sais, bien sûr, le tonneau de vin. Évidemment. Parce que quand même, il doit y avoir un truc dans le bois. Ouais, mais le plus ancien, c'est l'amphore, parce que c'est ce qu'ils réussi. C'était l'Antiquité, c'était la terre cuite. On en a aussi en argile là-bas. Et en fait, le bois est arrivé pour le transport. Le bois est arrivé, je pense, Renaissance par là, à mon avis. Un truc comme ça, pour transporter sur les bateaux. Donc c'est comme ça que le Bordelais s'est développé. C'est notamment parce que les Hollandais transportaient par bateau les barriques. Et ici, sur la Loire, beaucoup. Ça allait jusqu'à Saint-Nazaire. C'est rigolo, mais en même temps, quand c'est un petit bruit, ça me dérange pas. Quand c'est comme ça m'énerve. Scout. En fait, la vie de vigneron, c'est quand même ouais. Que des temps longs. Ouais. C'est un mode de vie complet. Quoi. Et bien rempli. Et bien rempli. C'est une vie longue et bien remplie. Voilà, c'est ça. Avec mais ça apprend la patience. La patience. Oui. En fait, c'est plus vraiment de la patience, c'est juste un autre rythme. Parce que de toute façon, si t'es impatient, c'est comme ça, moi, je trouve que ça apprend surtout à accepter un peu la fatalité. C'est alors pas dans la vinification, quoique un peu quand même, mais t'es obligé d'accepter la météo. Je veux dire, tu peux pas lutter, quoi. Donc, faut s'adapter, faut chercher des solutions. Il y a beaucoup de résilience à avoir quand tu gèles, quand tu grêles. Il y a quand même, ça perturbe tout, ça casse tout, faut tout recommencer. Voilà. En fait, ça développe une intelligence liée à comment vivre avec la nature, quoi. Oui, puis vraiment cette notion d'acceptation, ouais. De ne pas se battre contre un truc contre lequel tu peux rien faire, quoi. En fait, ça permet de faire le tri entre certaines choses sur lesquelles on se serait peut-être posé des questions, et là on dit, bon, ce n'est pas de mon ressort. Oui. Ça permet de se concentrer. Qu'est-ce que j'en fais? Oui, voilà. Ça permet de... C'est vrai que parfois, actuellement, on a l'impression qu'on pourrait tout corriger, tout modifier, tout savoir, et c'est bien de parfois se dire, bah non, ça c'est pas mon domaine, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Ça. Et pour le monde, et pour tout ce qui... Et moi, je roule ma bosse. C'est un modèle qui parfois c'est un métier qui parfois peut être lourd, justement de ce truc de... Tu es obligé d'encaisser. Oui, c'est ça. Et parfois, justement, qui t'amène une sorte de tranquillité, quoi, pas de patience, mais notion d'acceptation. Et ça, avant d'être vigneronne je pense que j'avais jamais vraiment réfléchi à ça. Et puis, j'étais pas du tout dans l'acceptation. Je trouve que c'est vraiment un chouette gain. C'est ça. Cette notion T'as senti qu'en tant qu'humain, tu gagnais quelque chose quand même à cette vie qui n'est pas toujours facile, quoi. Ouais, bien sûr, oui. Puis comme je te dis, c'est un choix. Hein. Moi, j'ai adoré me retrouver plus proche de la nature, quoi. Ça, c'est sûr. Après, ce que j'aime bien, justement, c'est que moi, j'adore retourner à Paris. Je suis pas du tout... En fait, t'aimes beaucoup plus Paris depuis que tu y vas de temps en temps. Non, j'adore... effectivement, j'adorais Paris, mais c'était le côté urbain que j'avais du mal à supporter, le côté promiscuité urbain. On est méchant alors qu'on sait bien qu'on ne devrait pas être méchant. Je trouve le côté de toujours être proche les uns des autres, être pressé. Ouais. Parfois, tu as des actions, tu te dis, quand même, j'aurais dû avoir la patience
ou même on attend, enfin les autres le sont pas. Et je pense que c'est juste d'être tous empathés, ça fait que. Oui, alors moi je pense que tout le monde est comme ça. Enfin, tu vois, par exemple, on parlait du paysan tout à l'heure, C'est bien, on finit la boucle. Ouais, c'est marrant. L'autre fois, il y a un week-end dernier, mais celui d'avant, on allait dans une maison louée avec des copines et c'était une maison qui appartenait à 2 personnes parisiennes. C'était en banlieue parisienne, mais assez lointaine. Et puis sur la fin, on les a rencontrés. Puis le gars, il dit, on parle du fait que les poubelles n'étaient pas passées, et que du coup, on n'avait pas pu vider le verre. Et puis le gars, il dit, on ne sait pas pourquoi. Depuis, je sais pas quoi, il y a un problème. Il dit, et puis il y en a un qui dit, la campagne, quoi. Et j'étais là, quel rapport avec les poubelles qui ne sont pas passées? Tu sais, j'étais là, ok. Alors là, il y a un stéréotype que je ne comprends pas, mais il y en a un gros préjugé. Et vice-versa, quand tu parles ici à des gens où tu dis, moi je vais à Paris et tout, je déteste Paris, les Parisiens, machin, et tout là, moi, honnêtement, quand je retourne à Paris, j'ai jamais vraiment trouvé que les Parisiens faisaient la gueule. Tu mets n'importe qui dans un métro comme ça, t'es pas comme ça à côté, tu vois? Non mais. Et encore, il y en a qui sont malgré tout très gentils. Oui, enfin moi je suis complètement d'accord. Je suis pas du tout pour moi c'est un gros préjugé qui est véhiculé sans vraiment connaître, parce que tu as des gens qui disent ça, ils sont jamais allés à Paris. Tu vois? Et il y a un truc du coup vraiment de la vieille guerre entre provinciaux et parisiens, quoi. Et ça sort un peu de nulle part, c'est vraiment ce truc qui est moi, je pense que c'est répercuté. On retient la personne désagréable parce qu'il y en a toujours une. Oui. Alors qu'en vrai, quand je regarde justement typiquement métro RER, je vois qu'on est tous pressés, mais la plupart des gens, si on se bouscule, on va se dire désolé. Bah oui. Par exemple, on va se sourire. Et c'est juste la fois où la personne elle nous a insultés parce que, en l'occurrence, c'est la mauvaise personne. Ouais. Et on retient ça. Et c'est pour ça, je pense. Oui. Et puis il y a 10 fois plus de personnes. Donc forcément, il y a 10 fois plus de cons. De chances mais oui, non mais. Et je veux dire, ici, tu tombes sur des gens qui te font la gueule, tu tombes sur des gens qui sont pas cool, pareil. La même densité. Enfin, je veux dire. Il y a le même nombre de cons au mètre carré. Mais exactement. Enfin, il y a le même pourcentage. Voilà. Mais comme il y en a moins au mètre carré, on les. Voilà, c'est ça. C'est une super note de fin, ça. C'est hyper positif. Non, mais tout ça pour dire que moi, j'ai aimé arriver ici et la lumière, l'espace, respirer. Ouais. Mais ça me fait cet effet-là quand je retourne à Paris maintenant. Je me dis, du monde, des gens habillés différemment, de la culture, des trucs partout. Ça me fait mon bol d'air. Donc tu vois, tout dépend de ce qu'on vit aussi, quoi. C'est une question de mesure. Il n'y a pas de permanence dans ce qu'on ressent. Et on revient sur le vin. Ouais. Tu dois goûter un vin au bon moment. Mais oui. C'est parfait, la boucle est bouclée, moi, j'ai envie de te dire. C'est un clap de fin, rudement mené. Merci beaucoup. Et c'est ainsi que cette première interview se termine. Merci encore à Emeline et au domaine Calvez-Bobinet, que je vous invite vivement à aller découvrir. À très vite, j'espère que cela vous a plu. Bon.